comme le peuple africain va être noyé, va être projeté dans ce système électoral, bah, évidemment, les Africains vont voter régulièrement et dans un sens donné. Et comme je l'ai dit, le pouvoir ne venant pas du peuple africain, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la volonté populaire exprimée dans les urnes va être détournée chaque fois. De sorte que on peut même dire que la seule industrie qui marche en Afrique, c'est l'industrie de transformation du bulletin de vote. Voyez? Donc les bulletins de vote rentrent dans l'urne avec une couleur, ils en sortent totalement transformés en une autre couleur. Donc, la seule industrie qui fonctionne en Afrique, en réalité, c'est l'industrie de la fraude électorale. Et comme j'ai montré les attributs de l'État africain, c'est un État fraudeur, un État corrompu, corrupteur, violent. À chaque fois que le peuple va vouloir réclamer la vérité des urnes, ce peuple va être réprimé, va être cassé en deux, va être brisé, et son sang va couler énormément, de sorte que le vote, c'est-à-dire les périodes électorales, soient transformées en des périodes de guerre où des populations, au lieu d'assister à un débat politique avec des propositions d'un camp et de l'autre, avec des réflexions sur les problèmes pour pouvoir faire un choix éclairé à l'aune des arguments, au lieu que la population assiste durant la période électorale à un débat, tout d'abord avec une analyse ou des analyses sur la situation en Afrique. Ensuite, sur les solutions de ces problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Les périodes électorales vont être transformées en des périodes de guerre où on attend le peuple au tournant pour pouvoir le massacrer parce que le peuple aurait voté dans un sens et va vouloir imposer son choix dans les urnes au tenant du pouvoir en place. Donc, régulièrement en Afrique, l'élection est devenue une période de massacre, de corruption, de vol, de toutes sortes de tentatives d'intimidation et de répression. Et c'est aussi un grand moment de business. Parce que même si l'opposition institutionnelle, entre guillemets, même si l'opposition institutionnelle sait très bien qu'elle n'aura pas le pouvoir par les élections, elle va quand même conduire le peuple à aller voter régulièrement parce que tout simplement, les périodes électorales constituent ces moments où chaque parti fait des affaires, fait rentrer de l'argent dans les caisses et fait travailler des amis et des clients ou bien les entreprises de fabrication de t-shirts qui sont en réalité des entreprises de fabrication appartenant aux copains, aux amis, aux coquins. Ces entreprises-là vont pouvoir fonctionner parce qu'en ce moment-là, on va pouvoir imprimer des t-shirts, on va pouvoir fabriquer des t-shirts pour habiller les gens, pour habiller les clients. Parce que j'appelle les partisans de ces partis-là des clients. On va pouvoir les habiller, on va fabriquer des casquettes, on va fabriquer des gadgets. Donc, l'élection est devenue un grand moment de business pour l'opposition parce que ça lui permet d'engranger quelques miettes que sécrète l'État colonial qui, soi-disant, va financer les partis politiques pour leur permettre de faire campagne. Donc, c'est des moments de corruption gigantesques et des partis politiques de l'opposition institutionnelle en profitent énormément. Avec l'argent qu'ils acquièrent, ils vont pouvoir financer quelques entreprises leur appartenant ou appartenant à des copains et des coquins, ce qui leur permet en réalité de fabriquer des gadgets, des t-shirts, des casquettes, des bracelets et quelques autres choses du genre pour amuser la population. Ensuite, les entreprises de prestataires de services vont pouvoir trouver du marché, c'est-à-dire la sonorisation de ceux qui fabriquent des tentes, des locations de chaises, de location de groupes électrogènes, de location de voitures,
de toutes sortes de matériel nécessaires pour animer la campagne électorale, ce qui a été une sorte de cirque électoral. Toutes ces entreprises prestataires de services vont pouvoir travailler, trouver de quoi vivre, et tout ceci avec derrière une grande entreprise de fraude, de vol, de manipulation à travers des systèmes de surfacturation. Donc les populations vont être grugées dans ces moments-là. On va surfacturer des choses et il va y avoir énormément d'enrichissement sans cause, d'enrichissement illicite dans ces périodes soi-disant électorales. Donc l'opposition en profite pour faire du business. Et il y a un certain nombre de candidats qui surgissent souvent dans ces périodes électorales en Afrique, parce que ces gens, on ne les connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais dès qu'il s'agit d'élections présidentielles ou de vote, eh bien ces gens sont présents, ils sortent et ils viennent accompagner le système pour soi-disant montrer que le système est démocratique et multipartisan, avec la possibilité pour l'ensemble des citoyens de pouvoir se présenter comme candidats à ces soi-disant élections. Et ces gens-là, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils puissent fabriquer des cartes de visite avec l'inscription de candidats à l'élection présidentielle dessus. Il semblerait que ces cartes de visite ouvrent beaucoup de portes à partir du moment où on y met candidat à l'élection présidentielle. Donc, des candidats fantômes, des hommes politiques fantômes vont surgir et vont être candidats à ces élections, tout en étant totalement assurés de ne pouvoir même pas gagner 0,05%. Mais ce qui est essentiel, c'est d'être présent, et comme les Africains aiment le dire pour la Coupe du Monde, l'essentiel c'est d'y participer. Voyez, ce n'est pas la victoire qui compte, l'essentiel c'est de faire figuration, c'est de montrer qu'on a été, et puis que cela constitue une sorte de sésame qui ouvre d'autres portes, parce que ces gens en réalité n'ont rien à foutre du peuple, ni de son sort, mais ce qui les préoccupe, c'est plutôt pouvoir brandir leur carte de visite avec l'inscription dessus, candidat à l'élection présidentielle. Pour le pouvoir, ces moments électoraux vont constituer de grands moments de démonstration de puissance, une démonstration de puissance de rien du tout, visant à faire de grandes fêtes, d'organiser de grandes fêtes, de grands cortèges dans la ville, avec des affiches monumentales du président roi de l'enclos colonial, avec ces courtisans qui vont danser, qui vont chanter à son honneur. Et c'est quasiment les seuls moments où on voit le dictateur africain sortir de sa tour d'ivoire pour soi-disant aller à la rencontre du peuple. Et cela lui permet quelques petits bains de foule bien organisés, bien planifiés, avec des figurants et qui sont là pour l'accompagner, pour l'acclamer sur sa route. Puisque, en réalité, ce roi président de l'enclos colonial est coupé pour le reste de l'année de la population, parce que n'étant justement pas issu de cette population-là. Et donc, le roi dictateur va pouvoir sillonner le pays, il va pouvoir aller dans des coins qui n'a jamais été, il va animer ce qu'on appelait la politique des grands travaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'élection approche, c'est là qu'on voit le dictateur avec une pioche, des haches, la pelle à la main, pour soi-disant aller inaugurer, faire des inaugurations ici ou là, pour soi-disant montrer aux populations que il a besoin d'un mandat supplémentaire pour pouvoir continuer ce qu'on appelle abusivement la politique des grands travaux. Et donc, ça c'est ce qui est typiquement fait dans quasiment tous les pays africains où le dictateur, on ne le voit jamais, sauf dans les périodes électorales, où il prend la pioche, la hache et la pelle pour aller sur les chantiers, dire qu'il pose les premières pierres ici ou là. On entend
l'inauguration des routes, on entend l'inauguration des hôpitaux, l'inauguration des aéroports, l'inauguration de l'industrie, hein, d'une usine de fabrication de telle chose. Et puis, une fois que le vote est passé, c'est terminé. C'est-à-dire que la vitrine s'éclipse et laisse place à la réalité, c'est-à-dire à la boue et à des nids de moustiques, hein, parce que les terrains sur lesquels le dictateur s'était présenté avec sa pioche et sa hache n'ont jamais été labourés. Donc, la végétation reprend ses droits au lieu où il avait posé la première pierre et on oublie tout ceci. Ensuite, ces moments électoraux permettent aux dictateurs africains de s'engager dans une vaste entreprise d'escroquerie en présentant des factures extrêmement coûteuses qui vont grever ce qu'on appelle, entre guillemets, le budget de l'État. Donc le dictateur va pouvoir, sur ses concurrents, disposer d'un privilège extraordinaire avec la mise à sa disposition des voitures du parc automobile public. Les administrations vont être paralysées pour son profit. Les directeurs des services et tout ça, les cadres vont aller lui faire la publicité dans les campagnes. Ils vont l'accompagner, son cortège sera bien fourni, les hôtels vont être réquisitionnés, les entreprises publiques vont être appelées à financer la campagne du dictateur qui, spécialement, va voyager en hélicoptère, très souvent, le reste marchant, parce que le roi dictateur africain ne peut pas, n'ayant pas construit de route, il peut pas prendre la route pour aller dans les villages. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'hélicoptère et la suite de sa délégation, en tout cas ceux qui l'accompagnent, vont rouler dans la boue pour pouvoir aller l'attendre à son arrivée pour l'accueillir sur des terrains de football. Parce qu'il n'y a pas d'aéroport, dans le pays puisque le dictateur n'a pas construit d'aéroport. Donc, il va y avoir un terrain vide. C'est même pas des stades, c'est-à-dire que c'est des terrains de football du village où l'hélicoptère du dictateur africain va se poser. Et là, dans cette forêt, on va dérouler le tapis rouge dans la forêt pour permettre au dictateur africain de ne pas poser les pieds sur terre. Puisque le roi dictateur ne peut pas marcher sur le sol, il vient des airs, bien, on va lui poser le tapis rouge pour éviter que son pied ou ses pieds ne touchent le sol. Et donc, on va lui poser le tapis rouge, il va marcher sur le tapis rouge pour aller s'asseoir dans son fauteuil et prononcer quelques 2-3 phrases faisant office de discours. Et ça dure 10-15 minutes. Après, il reprend son hélicoptère pour le village prochain. Et après, il rentre chez lui. Et donc, c'est ça qu'on appelle la campagne dans nos pays. Donc, il n'y a pas de débat où le dictateur vient annoncer 2-3 mots pour mystifier la population avec une forte présence de sa milice royale, hein, des gardes prétoriennes qui vont sécuriser les lieux pour lui. Après, venant des airs, il va reprendre les airs avec son hélicoptère et il retourne dans sa base pendant que sa délégation, comme on l'appelle, va reprendre la route. Et très souvent d'ailleurs, sur le chemin d'aller ou du retour, cette délégation fait souvent des accidents parce qu'il y a tellement de nids de poules sur la route que les voitures font des tonneaux parfois dans les campagnes où finalement ces campagnes-là deviennent des moments très dangereux pour la cour royale qui en réalité ne sortait même pas du palais royal et de la tour d'ivoire, des ministères et autres. Voyez? Donc, c'est comme ça que la situation se présente dans nos pays. Donc, les moments électoraux sont des moments, permettant à l'opposition institutionnelle d'accompagner le système parce que c'est le moment où les partis politiques de l'opposition institutionnelle se font du business, se font de l'argent sur le dos de la population.
faisant ainsi fonctionner un certain nombre d'entreprises appartenant aux amis, aux copains, francs-maçons et autres, qui n'ont jamais eu de marché. Mais ces mouvements électoraux leur permettent de fabriquer des t-shirts, des gadgets, des posters, des affiches, de tourner des campagnes publicitaires. Bon, donc les entreprises de communication, tout ça va être à pied d'œuvre. Et puis, les prestataires de services, c'est-à-dire la location des chaises, de tentes, de couverts et de toutes ces choses-là, de location de voitures, hein, de fabrication d'eau, d'eau en plastique, d'eau en bouteille, etc. Tout ça va fonctionner. Donc l'opposition y trouve son compte en participant à ces élections tout en étant absolument convaincu de perdre cette élection parce qu'en réalité il ne s'agit pas d'élection, il s'agit de cirque électoral. Mais deuxièmement, ces mouvements électoraux permettent à un certain nombre de personnes qui n'ont jamais été visibles avant, mais qui aussi se pointent comme candidats, ce que j'appelle des candidats fantômes surgissant de l'obscurité, tout simplement cherchant la lumière de la période électorale pour surtout la suite de leur carrière professionnelle et d'hommes d'affaires soi-disant, parce que ce qui compte pour ces candidats fantômes, c'est de pouvoir disposer de cartes de visite portant l'inscription candidat à l'élection présidentielle. Il semblerait que c'est la sésame qui ouvre beaucoup de portes, donc des gens qui sont absolument persuadés de n'engranger que 0,001% du suffrage vont profiter de ces moments de vote pour se présenter, pour se montrer avec comme perspective unique l'inscription ou bien la fabrication de ce qu'on appelle la carte de visite avec l'inscription candidat à l'élection présidentielle dessus. Ensuite, pour les tyrans africains, les dictateurs africains qui sont en place, ceux dont Jacques Chirac a parlé en disant que ces gens ne feront jamais d'élection transparente parce que s'ils en faisaient, ils perdraient le pouvoir, eh bien ces gens, c'est l'occasion pour eux de se montrer, de gruger la population, de gréver le budget de l'État en présent des dépenses faramineuses, en faisant le grand show de démonstration d'un pays, en mystifiant les populations, en prenant les hélicoptères, c'est-à-dire les airs, pour aller de village en village, avec 5 ou 10 minutes de présence, avec un petit discours pour dire qu'ils sont en campagne, faisant aussi fonctionner les entreprises dont ils sont eux-mêmes les propriétaires ou les membres de leur famille ou amis ou copains sont les propriétaires, pour fabriquer plein de posters, plein de t-shirts, plein de gadgets, plein de quelques colifichets pour, disons, amuser la galerie. Donc, ces moments électoraux constituent pour l'ensemble des acteurs, en tout cas pour les compétiteurs, un moment d'amusement, de foutage de gueule et d'enrichissement illégitime, c'est-à-dire d'enrichissement sans cause, parce que c'est des moments de surfacturation et de pillage immense. Ensuite, il y a ce que j'appelle les acteurs techniques en présence, c'est-à-dire dans les pays occidentaux, j'ai parlé tout à l'heure de comment la codification des coutumes et traditions dans les sociétés occidentales ont abouti à la naissance des constitutions, avec la question du pouvoir réglé par le biais du test constitutionnel. Bon. Et dans ces pays occidentaux, l'institution clé qui organise l'élection, c'est le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est ce ministère-là qui dispose à la fois des données des citoyens, qui dispose de l'administration territoriale et qui dispose de l'aménagement politique du territoire. Et donc, c'est ce ministère-là, c'est à ce ministère-là que revient l'organisation du vote, principalement. Bon, avec la justice à côté pour veiller à ce que la régularité du vote soit garantie. Bon, avec aussi les forces, enfin le ministère de la Sécurité qui va veiller à ce que les opérations se déroulent dans le calme, dans la sécurité,
sans qu'il y ait de violence et tout ça. Bon, qu'est-ce qui va se passer? En Afrique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le ministère de l'administration territoriale ou le ministère de l'Intérieur qui va organiser l'élection. On va instituer en Afrique une usine à gaz qui est composée de copains et de coquins, appelée les commissions électorales indépendantes. Parce qu'on estime que le ministère de l'Intérieur et ses annexes sont plutôt dans les mains du dictateur, et bien pour donner un semblant d'indépendance et de crédibilité à ces élections, on va organiser ce qu'on appelle les commissions électorales indépendantes dans nos pays. Dans certains pays, c'est la CENI, dans d'autres, c'est la CEI, ainsi de suite. Bon. Et d'abord, dans sa composition, cette commission électorale, soi-disant indépendante, va être composée, disons, de manière paritaire avec, d'un côté, les gens du pouvoir et de l'autre côté, les gens issus de l'opposition institutionnelle. Et puis, soi-disant, pour éviter des blocages, on va faire en sorte que ce qu'on appelle abusivement la société civile prenne part dans ces commissions électorales, laquelle société civile en réalité est suscitée par le pouvoir et généralement c'est plutôt cet acteur ou bien ces acteurs de la société civile qui disposent de la présidence de ces commissions électorales. Ce qui en réalité revient à confier, disons, le rôle fondamental de la proclamation des résultats, en tout cas la voix prépondérante aux hommes et aux instruments du pouvoir en place. Soi-disant pour éviter qu'il y ait blocage. Donc il va y avoir un arbitre, et cet arbitre serait ce qu'on appelle des gens issus de la société civile. Voyez? Donc c'est le même schéma qui est reproduit partout en Afrique. Et donc, cette commission électorale, son rôle, c'est de préparer les élections, donc en amont par l'opération d'enregistrement, de validation des recensements, de faire en sorte que les fichiers électoraux soient, soient disponibles et tout. Bon, donc toute une série d'opérations visant à préparer l'élection, commande de matériel, installation des urnes, voilà, et un certain nombre d'opérations qui vont conduire cette CENI à disposer d'un large pouvoir. Ensuite, cette CENI a le pouvoir d'organiser l'élection, donc le jour J, veiller à ce que les populations puissent voter un peu partout, et puis, d'abord la compilation des résultats, ensuite, la proclamation des résultats, lesquels résultats seront validés ensuite par la Cour constitutionnelle ou bien la commission, le Conseil constitutionnel, c'est selon les pays, qui est en réalité composé que des gens du pouvoir qui vont absolument valider la fraude électorale qui est déjà organisée par le biais de la commission électorale, déjà en amont par le tripatouillage, le traficotage du fichier électoral, d'un enregistrement du peuple bâclé, sciemment bâclé, faisant en sorte qu'un certain nombre de populations soient privées de la possibilité de voter, tout simplement parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les fichiers électoraux. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Après, il y a, dans un certain nombre de pays, le fait que les soi-disant militaires ou tout ce qui est de l'armée et des forces de sécurité votent quelques jours avant l'ensemble du corps électoral. Ça, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ça, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et ça, c'est en Afrique seulement qu'on voit ça, où l'armée vote avant les autres, soi-disant pour pouvoir garantir la sécurité le jour du vote. Donc, il s'agit d'un vote par anticipation de l'armée, ce qui constitue une gigantesque entreprise de fraude et de fabrication des résultats. Et ensuite, une occasion ou une astuce pour contrôler, pour mesurer la température au sein de l'armée, pour voir quelles sont les tendances
dans l'armée pour pouvoir réprimer et faire en sorte que cette armée soit bien contrôlée. Donc, les armées vont voter avant les autres, ce qui permet au régime en place de contrôler, d'avoir la même mise sur le vote. Parce que la grande fraude commence par là. Donc, ils vont avoir la même mise sur les camps militaires, sur le vote de l'armée d'une manière générale, des forces de sécurité, ce qui leur permet déjà d'avoir une avance sur les autres, parce que personne n'a même le courage d'aller dans les camps militaires pour dire que, bon, on veut contrôler quoi, on veut contrôler ici ou là le vote. Non. Voyez? Donc, c'est ça, c'est comme ça que les choses se passent dans la réalité. Et puis, bon, après ça, il y a l'acteur de la Cour constitutionnelle, je viens de le mentionner, donc la Cour constitutionnelle joue un grand rôle, c'est-à-dire que c'est la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel qui valide la fraude, qui donne un quitus juridique et démocratique à la fraude électorale. Et dans ce que je viens de décrire, dans la gigantesque machine que je viens de présenter, qui est la machine électoraliste dans nos pays africains, avec l'implication de l'opposition institutionnelle, des candidats fantômes qui n'apparaissent qu'au moment des élections, du pouvoir en place qui profite de ces moments pour, disons, se montrer et amuser la galerie et piller les ressources publiques, la présence des commissions électorales comme, disons, instrument organisant l'élection, parce que le ministère de l'Intérieur étant dépossédé de ce pouvoir, mais qui en réalité fait l'élection, parce que le ministère de l'Intérieur lié au ministère de la Défense, ce sont en réalité ces deux ministères qui font les élections. Ce n'est pas la commission électorale, c'est plutôt la violence, puisque on va le voir plus tard, comme je l'ai dit aussi déjà, d'une certaine manière, c'est que les moments électoraux constituent des moments de violence. Et quels sont les acteurs qui exercent la violence dans ces moments-là? Ce sont les forces de défense et les forces de sécurité, appuyées ou bien accompagnant une milice qui est préparée pour aller mater la population, de sorte à l'orienter dans le sens du calme pour pouvoir laisser passer le vol du suffrage démocratique, du suffrage populaire. Et dans tout ça, il y a un acteur principal, il y a un acteur. J'avais cité la commission électorale, la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel. Au-delà de ces instruments, il y a ce qu'on appelle les observateurs électoraux, aussi bien internes qu'internationaux. Donc, puisque les moments électoraux en Afrique sont des moments de fraude, de vol, de pillage, d'affairisme, de copinage, de violence, les acteurs internationaux faisant l'observation vont aussi avoir leur part de ce gigantesque et juteux marché que constituent les élections dans nos pays. Donc, on va assister à des missions d'observation internationale qui vont venir de l'extérieur, des institutions telles que l'Union européenne, d'autres fondations, des parlementaires de tel ou tel pays qui vont venir, qui ne vont même pas aller sur le terrain, qui vont observer l'élection depuis leur hôtel, depuis leur lit d'hôtel, avec des femmes à côté. Et ces gens, ils ont déjà préparé, avant de quitter l'Occident et leur pays et leurs différentes institutions, ils préparent déjà le rapport. Il suffit juste de... ils laissent quelques places vides et puis ça c'est juste des places qu'ils remplissent par les noms des acteurs ou bien de quelques localités dont ils apprennent le nom à la télévision ou en lisant la presse écrite depuis leur hôtel. Et ils disent, conclusion, mis à part quelques mineurs incidents, l'élection s'est bien déroulée. Et ces incidents n'ont pas vocation à remettre en cause la sincérité de l'élection, qui selon nous est transparente. Mais encore une fois, rien étant une œuvre humaine et étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous faisons des recommandations suivantes aux acteurs pour que l'élection prochaine puisse bien se dérouler. Donc, il liste un certain nombre de points
dans leur rapport, et c'est tout. Donc ces gens, ils avalisent le résultat, et c'est tout. Avec la formule classique, il y a eu quelques incidents mineurs qui ne sont pas de nature à remettre en cause ni la sincérité ni la transparence du vote. Résultat des courses, tout s'est bien passé, circulé, il n'y a rien à voir. Et ces gens, ils empochent leurs frais de mission, leur per diem, et ils rentrent chez eux. Voyez? Et puis, ces acteurs-là sont secondés par des observateurs locaux qui, eux aussi, produisent quasiment les mêmes rapports, à part quelques rares institutions, quelques rares associations qui sont finalement des ailes marchandes de ces grandes institutions qui leur donnent quelques miettes d'argent pour aller surveiller les élections, soi-disant. Donc voilà un peu les contextes électoraux en Afrique. C'est un contexte de concussion, de mensonges, de tripatouillage de l'ensemble de l'appareil du vote. Bah, le vote électronique, c'est le pire. C'est-à-dire que quand on dit qu'on informatise le vote, c'est encore plus grave. Parce que ces gens, ils traficotent les logiciels. Quand vous appuyez sur le bouton voter une fois, ça multiplie le vote. Ou bien vous appuyez par des opérations algorithmiques et tout ça, bah, ils traficotent les ordinateurs, ils fraudent tout, ils installent des bureaux de vote fictifs dans des maisons des barons du pouvoir, des rois, et ainsi de suite, qui communiquent des chiffres faux à la commission électorale, qui est parfaitement au courant de tout ceci, des bureaux de vote qui n'existent pas, fictifs, qui vont être comptabilisés. Et tout ceci, lorsque le peuple s'oppose à ça, qu'est-ce qui se passe? On lui tape dessus, on le remet dans le droit chemin, et tout rentre en ordre. Parce qu'on a fait couler le sang, et c'est tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va demander au peuple, on va dire, bon, finalement, vous êtes tous enfants du même pays, donc procédez par un dialogue pour trouver la solution à la crise. Et ce dialogue, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça aboutit à la constitution de ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale, qui en réalité est une fabrication de la France-Afrique pour dissoudre les forces contestataires dans une sauce sans odeur ni saveur, où ce qui compte le plus, c'est que les acteurs qui sont mis ensemble dans ce gouvernement d'union nationale ou de coalition ou de large ouverture, ce qui compte, c'est que chacun puisse tirer son épingle du jeu en ayant une portion du pouvoir colonial, avec la paix garantie au dictateur qui attend la fin des 5 ans pour recommencer la même opération. Donc quand on enferme le peuple dans ça, c'est qu'on est en train de tuer le peuple, on est en train de montrer un mauvais chemin au peuple, on est en train de l'égarer, on est en train de couler son énergie dans du béton, de sorte à l'immobiliser, on est en train de le détruire. Donc voilà un peu ce que représente l'élection dans nos pays. Et à partir de là, c'est une faute historique grave, doublée d'une ignorance crasse, que de penser que nous pouvons résoudre les problèmes africains par le biais de l'élection. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire, que de penser que nous pouvons résoudre un problème colonial, c'est-à-dire que la situation en Afrique, c'est un problème manifestement colonial. Et de continuer à penser qu'on peut résoudre ce problème-là par l'élection, alors que je viens justement de préciser ce que c'est que l'élection dans nos pays, dans les pays africains, dans les enclos coloniaux africains, continuer à penser qu'on peut résoudre ces problèmes-là par le biais des élections, c'est être complice de la souffrance de notre peuple. C'est être complice du système qui opprime notre peuple. C'est faire en sorte que les peuples ne puissent jamais s'organiser de manière efficace pour pouvoir assumer leurs responsabilités devant l'histoire. C'est détourner les peuples de leur devoir historique. C'est perdre le peuple, c'est égarer le peuple. C'est égarer, il s'agit d'égarer le peuple en lui indiquant la voie électorale comme
la voie de sortie de la souffrance dans laquelle ils se trouvent depuis des millénaires maintenant. C'est pour cela que nous disons très simplement que l'élection ne peut être une solution face à nos problèmes. Parce que l'État africain capable d'organiser les élections, capable d'organiser le vote sur la base de la loi, sur la base des règles de la transparence, de la vérité des urnes, avec la garantie que le vote ne constitue pas un moment de peur, de corruption, d'intimidation, d'achat de conscience, de trafic de tout genre, de surfacturation, de création d'entreprises factices, de copinage affairiste, où on passe des marchés avec des entreprises de fabrication de gadgets ou de prestataires de services appartenant soit aux candidats eux-mêmes, soit à leurs amis, soit à leurs copains, soit à leurs coquins. Eh bien, cet État n'est pas encore en Afrique. Cet État capable d'organiser de véritables élections en Afrique n'existe pas encore. C'est pour cela qu'il est tout à fait aberrant et ahistorique que de continuer à vouloir ancrer notre peuple dans la logique électoraliste en Afrique. Parce que l'État capable d'organiser les élections n'est pas encore là. C'est pour cela que continuer à appeler les populations à aller voter dans ces conditions-là, c'est détourner les populations de leurs responsabilités. C'est égarer ces populations. C'est de neutraliser leur énergie et de les ancrer dans un débat qui n'est pas un débat en réalité. C'est pour cela qu'il faut absolument qu'on sorte de cela. Parce que non seulement on contribue à nourrir ce système par les différents acteurs en présence dont je viens de parler, mais également on est en train de montrer une fausse piste au peuple, ce qui ferait que finalement ce peuple dirait que nous avons fait tout ce qu'il fallait, il n'y a jamais eu de changement et donc, résultat des courses, nous n'avons qu'à attendre Dieu finalement pour venir nous sauver. Donc il faut absolument faire sortir notre peuple de ça et lui faire comprendre que lorsqu'un peuple est dans la situation qui est la sienne, ce que les peuples ont tout fait, c'est de procéder par l'organisation, par la mise en place d'un courant ou d'un puissant mouvement révolutionnaire pour pouvoir renverser les structures coloniales en place qui font semblant de lui donner la parole pour ensuite le réprimer violemment. Pour renverser ces institutions et ces instruments, les rebâtir avant de faire des élections, avant de procéder aux élections. Voyez, comme les Occidentaux l'ont fait, de manière organisée, en passant par des étapes, avant que le droit de vote n'appartienne au peuple d'une manière générale. Bon, quoique peut-être même que nous n'avons pas besoin de ça, mais si nous voulons imiter, si nous voulons copier les autres, au moins copions-les bien en faisant ce qu'ils ont fait de manière méthodique et organisée pour éviter un désordre total. Et dire qu'il n'y a pas, dans la situation qui est la nôtre, la possibilité de faire des élections en Afrique. Et d'ailleurs, le chef des voyous, le chef des bandits, le chef des criminels, un des chefs, je dirais, des criminels africains, en la personne de Jacques Chirac, a dit que les dictateurs africains ne feront pas d'élections parce que s'ils en faisaient, ils perdraient le pouvoir. Donc c'est vain de continuer à attendre des changements significatifs par le biais des élections. Et même si, dans un certain nombre de pays, on a transféré le pouvoir à l'opposition institutionnelle, il s'agit juste d'un changement de main. Il s'agit juste d'un changement
demain du pouvoir pour le transférer à un opposant encore plus fidèle à l'extérieur. Et c'est le cas de quelques pays comme le Sénégal, où on a vu plusieurs fois du changement dans la continuité du système. Au Bénin, c'est la même chose. Au Ghana, c'est la même chose. Au Libéria, c'est la même chose. George Weah ne va pas réinventer l'eau tiède. Il ne se passe rien d'ailleurs. Dans quelques autres pays, il y a eu quelques changements. C'est-à-dire qu'il y a un nouvel homme au pouvoir, au Congo aussi. Sauf que tous ces gens-là sont parfaitement dans la logique du système. D'ailleurs, ces gens n'ont pas pu acquérir le pouvoir sans avoir montré patte blanche, sans avoir montré qu'ils sont de fidèles lieutenants des dictateurs en place qui leur ont transmis le pouvoir. Dans un contexte bien organisé, bien aménagé, dans un couloir bien aménagé, pour que le pouvoir colonial puisse continuer à être exercé. Donc, nous sommes en train de nous bercer d'illusions en pensant que nous pouvons obtenir des élections transparentes avec la vérité des urnes proclamées dans nos enclos coloniaux, et que la condition sine qua non pour pouvoir arriver à des élections, pour pouvoir faire en sorte que le peuple puisse véritablement être le détenteur réel du pouvoir, lequel peut être librement transféré dans les mains des représentants, librement choisis, contrôlés par le peuple, au travers d'un certain nombre d'instruments, et sanctionner lorsque ces représentants n'exercent pas le pouvoir dans les intérêts bien compris du peuple. Eh bien, tant que nous n'avons pas rempli cette condition minimale de la démolition de l'État enclos-colonial africain, menteur, État voyou, État assassin, État liquidateur, État enclos-colonial garde-barrière, État répressif, État amuseur de la galerie, État superficiel, jouant de la naïveté de notre peuple, et État violent, sortant les gourdins et les mitraillettes pour matraquer le peuple lorsque celui-ci veut réellement exercer son pouvoir, eh bien, tant que nous n'avons pas rempli cette condition minimale, c'est que nous nous berçons d'illusions pour prétendre pouvoir faire des élections dans nos pays. Voyez? Donc, si des gens sortent de l'ombre pour venir nous dire qu'ils sont candidats et vont même aller jusqu'à dire qu'il faut un candidat unique face au tyran pour pouvoir le vaincre, tout ceci est faux. Parce que le pouvoir du tyran n'est pas fondé sur le suffrage démocratique ni le suffrage populaire. Le pouvoir du tyran est basé sur sa soumission à l'extérieur et la machine de répression et de fraude qui est mise à sa disposition. Ce sont là les deux instruments sur lesquels le pouvoir africain est fondé. Et tant que nous n'allons pas déconstruire ce pouvoir-là dans ce qu'il a de plus violent, de plus destructeur, ça ne sert à rien de prétendre aller aux élections. On est en train de s'auto-mutiler en allant à des élections dans ces conditions-là. Et tout ce que nous demandons, comme des appels à faire des réformes, à faire un fichier électoral crédible, à faire une commission électorale crédible, à faire venir des experts constitutionnalistes pour écrire des constitutions, je ne sais quoi, ou bien en appelant des experts soi-disant électoraux pour venir contrôler l'élection. Tout ce que nous disons là, c'est peanut. Les dictateurs africains ne réaliseront aucune de ces conditions parce que leur chef de gang, à la personne de Jacques Chirac, a dit que, connaissant parfaitement le système, puisqu'étant un de ses fabricants et de ses animateurs, a dit clairement que les dictateurs africains ne feront pas d'élections transparentes parce que s'ils en faisaient, ils perdraient le pouvoir. Et je pense que cette phrase, les Africains doivent l'intégrer définitivement pour comprendre que ça ne sert à rien de courir derrière des idées telles que des candidatures uniques, un bulletin de vote unique, ou des élections à un ou à deux tours,
ou des réformes, ainsi de suite, tout ceci n'apportera rien. La question de l'encre indélébile ou pas indélébile, faut-il signer ou pas, tout ça, c'est des débats qui sont complètement à côté de la plaque. C'est pour ça que nous disons que nous devons absolument nous organiser, nous prendre en charge, faire en sorte que nous puissions faire émerger un puissant mouvement de libération patriotique, de sorte à libérer l'Afrique pour déblayer le terrain à un État véritable africain qui serait capable d'organiser des élections, redonnant ainsi le pouvoir de décision à notre peuple. Sans cela, il n'y aura rien. Nous sommes morts. Et j'espère que nous comprendrons que nous ne pourrons pas continuer à nous amuser dans des débats stériles, dans des débats inutiles, qui ne nous amènent rien, sauf à nous éloigner davantage de nos responsabilités, qui se retrouvent en réalité tracées par l'histoire, parce que l'histoire, ce qu'elle a indiqué au peuple, qui sont dominés, qui sont soumis, qui se retrouvent dans la situation de l'Afrique, c'est leur décision absolue, irrévocable, de s'organiser sous la houlette d'un leadership visionnaire, courageux, méthodique, rigoureux, pour prendre les taureaux par les cornes, déconstruire les instruments qui sont mis en place pour égarer le peuple et lui présenter de fausses solutions comme les vraies, neutralisant ainsi sa capacité de réflexion et d'action pour pouvoir remettre notre peuple debout et lui faire regagner son pouvoir de décision perdu qui est ainsi confisqué par un système paralysant, un système oppresseur, un système voyou, un système délinquant, un système fêtard, un système enclos-colonial, garde-barrière, un système de répression et en définitive un système manipulateur qui présente le faux comme le vrai. Voilà le travail qui nous attend. Sur ce, je vous salue fraternellement.